Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga, et je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans laquelle nous allons parler de ninja et de manga. On va même être un petit peu plus précis, on va tenter de répondre à cette question: pourquoi sommes-nous fascinés par les ninjas, ces mystérieux personnages iconiques du folklore japonais? Assassin, sauveur, guerrier imbattable, être au pouvoir mystique, être immortel aussi peut-être. Qu'on les connaisse bien ou pas, ils font souvent partie de nos personnages favoris. Alors pourquoi? Est-ce que c'est dû au fantasme qu'on en a, par exemple, Robin? Bah je pense oui, de toute façon c'est comme tout personnage iconique qui véhicule une part de fantasme, donc on se les imagine de telle manière. Après est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'ils étaient dans la réalité? C'est une autre question. Moi je dis que c'est toujours vrai. Tout est vrai. Bah, y a des personnages historiques qui sont repris dans les mangas. Donc par exemple Hattori Hanzo, on sait qu'il a existé et que son nom est devenu le nom de code pour utiliser le ninja dans les mangas par exemple. Genre Hanzo de Hunter x Hunter, c'est Hattori Hanzo. Bah carrément. Genre Hanzo dans Kill Bill. Ouais putain, c'est Hattori Hanzo. Bah, c'est Hattori Hanzo. C'est Hattori Hanzo. Ouais. Donc tous les Hattori Hanzo, c'est Hattori Hanzo. C'est qu'un seul et même. Il y en a de toute façon, il y en a qu'un. Hein. Voilà, ils sont clonés. Et il y a pas mal de trucs de toute façon qui sont fantasmés dans le folklore des ninjas. Typiquement, là je viens de terminer Hell's Paradise publié chez Kazé, qui est un manga de ninja dont le héros Gabimaru, c'est un ninja, il est habillé tout en noir, il a son petit foulard. Bon bah ça techniquement c'est à peu près faux, vu que les ninjas a priori étaient plutôt des informateurs et qui devaient s'infiltrer discrètement dans une ville. La plupart du temps ils étaient plutôt déguisés en paysans, voire en moines bouddhistes, mais ils étaient pas à se balader dans la rue habillés en kimono noir, ouais, avec un foulard sur la gueule. Bah c'est un peu comme James Bond et les espions quoi. Et les espions ils ont pas tous des smokings quoi. Alors je dis que c'est qu'à moitié faux, puisqu'en fait il y a une partie a priori dans les dessins, dans les preuves qu'on en aurait quand ils devaient aller attaquer la nuit dans un château. Dans les attaques et furtives ou les trucs comme ça. Ils devaient effectivement se mettre en kimono noir. Mais c'est vrai que l'essentiel de leur mission c'était plutôt de l'information. Et en même temps c'est un truc que les Japonais eux préservent énormément beaucoup, parce que même à l'heure actuelle maintenant t'as des écoles de ninja au Japon et là ils ont toute la tenue mais bien j'ai dit bah c'est pas très vrai les gars, mais bon c'est pour le tourisme. Ça fait plaisir. Fais quoi? Moi je vais à l'école des ninjas aujourd'hui. Bac plus 3 ninja. À l'académie des ninjas. Alors l'académie des ninjas, non, je pense que c'est l'école maintenant. La 5ème de couve, pourquoi sommes-nous fascinés par les ninjas? C'est parti. On ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah les bâtards! Oh this you crazy mother! Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans cette 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les ninjas dans le manga. Mais pour savoir pourquoi on les aime tant, ces ninjas, laissez-moi d'abord vous présenter les membres de l'équipe qui ont été sélectionnés cette fois-ci. Aussi immortel que Gabimaru dans Hell's Paradise, c'est Julie qui est avec nous. Ouais, je m'enflamme. Tu peux t'enflammer, évidemment. Yes. Tu enflammes ton sebum, non? C'est ça le sebum. Ouais, je crois en que fait, c'est un ado. Ça, c'est un bouton direct. Je crois tes points noirs. Quand il explique non, comment c'est il fait un masque graisseuse. Je crois qu'à un moment donné, il écrit sebum. Ouais, c'est pas une technique secrète de merde. Hein. Ah, c'est le gras des cheveux, le sebum, c'est ça? C'est le gras de la peau en général. D'accord. Aussi sensuel qu'une Kunoichi, nous avons Cagnard. Salut Cagnard. Bien ou bien? Oui. Bien. Voilà, il peut vous faire tomber dans son antre à tout moment. Par un seul bien ou bien. Ça s'arrête direct. Aussi inféodé que la province d'Iga, voici Robin. Ouais, j'ai pas compris cette présentation. Ouais, ça veut dire t'es qu'un. Mais pourquoi pas? C'est le rebelle. C'est genre c'est cool. Ah ok, bon bah je suis cool. Ça va. Tout va bien. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Si vous aussi vous aimez les ninjas, si vous ne les connaissez pas, vous avez le droit de réagir aussi en fait. Globalement tout le monde a le droit de réagir tant qu'il écoute un minimum l'émission. Parce que réagir par exemple au titre, ouais, ça c'est moins utile. Bon, ça se fait aussi. Hein, mais... Moi aussi, si c'est pour nous féliciter sur le titre. Ah bah, bien sûr, ouais, voilà. Pas, super titre. Ouais, je me suis toujours demandé pourquoi on était fasciné par les ninjas. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, c'est sur Facebook. Hashtag 5DC sur Twitter, la 5ème de couve.fr. On est aussi sur YouTube avec le hashtag 5DC. Et puis voilà, merci à tous de nous écouter et de nous et de réagir à ces émissions, à nos émissions. Au programme de celle-ci, de cette 5DC, nous allons développer et éclairer
sur ce que sont les ninjas, les shinobi, les vrais dans l'histoire, ceux qui ont vraiment existé. Mais ça ne durera pas longtemps puisqu'après nous allons voir que les ninjas, ce n'était pas forcément mieux avant. Nous allons bien évidemment parler de Naruto, peut-être même de Sasuke, mais nous allons aussi voir dans le caractère iconique des personnages ce qu'il y a de si fascinant, mais aussi dans leur folklore et dans l'univers qui les entoure. Il y a du boulot, vous l'avez compris, ça va être un peu dense. D'autant que nous lançons également, et ça c'est très important, un grand sondage sur vos ninjas favoris du manga. Écoutez bien, soyez attentifs là. Nous avons préparé une liste. 30 et quelques noms. Nous avons préparé un sondage Google Form, je crois, ou Google Type, je sais pas, un truc comme ça. Bref. Avec huissier. Avec huissier, pas du tout. Qui est disponible partout. Nous vous encourageons à aller donc voter pour vos ninjas favoris du manga. Et ce que je vais dire est encore plus important, les 10 premiers de vos votes seront les grands gagnants. Et au cœur d'une émission, on les mettra les 10. Une émission qu'on mettra en ligne un petit peu avant Noël. Et nous allons commenter les résultats de ce sondage dans une émission exceptionnelle sur vos 10 ninjas favoris. Sachant qu'il y a un chèque de 10 000 € à gagner à la clé. Pour ça, envoyez Ninja, N-I-N-J-A au 8-12-12. Oui, ça doit être ça. Bref, n'hésitez pas à apporter vos commentaires sur vos votes, pourquoi lui, etc. Parce que bien évidemment, cette émission sera donc un petit peu la vôtre. Allez voter de ce pas en écoutant cette émission. Vous pouvez faire les deux en même temps, normalement. Ça va être marrant. Normalement, les deux sont... C'est l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut faire plusieurs choses. Exactement. En attendant, commençons tout de suite par qui sont ces ninjas. Rapidement, on va poser quelques bases. Non exhaustives, hein, faut pas déconner. Julie, je te propose de prendre un petit peu la main en nous expliquant par exemple la différence entre shinobi et ninja. Est-ce qu'il y en a une ? Alors, attention. Alors, ninja et shinobi, en fait le nin, donc ninja c'est composé de 2 idéogrammes et nin et shinobi sont le même idéogramme. Et shinobi c'est un mot très ancien qui veut dire se faufiler, être caché quoi. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans les récits historiques, c'est le mot shinobi en fait qui apparaît principalement, jusque, on va dire un peu avant la Seconde Guerre mondiale, où là, il y a eu plusieurs livres historiques qui sont parus au Japon et qui ont popularisé le mot ninja. Et parce que alors il y en a un qui a la lecture chinoise et l'autre qui a la lecture japonaise. Voilà, oui. Et le ninja, donc c'est composé de 2 idéogrammes qui sont lus à la façon chinoise et donc qui veulent dire le professionnel des choses cachées. Enfin, tu vois, si on décortique vraiment. Ouais, donc en fait, finalement, c'est quand même très proche, c'est juste 2 lectures différentes. Et le sens est le même. Mais culturellement, au Japon, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont à l'aise en parlant de shinobi. Et ninja, en fait, ça a été aussi popularisé beaucoup après la Seconde Guerre mondiale par les Américains ils ont découvert en masse, on va dire, la culture populaire et ninja. Donc ouais, voilà. Et comme ça devait être plus facile en fait de parler de ninja que de shinobi, tu vois. C'est le mot qui s'est exporté le plus facilement, on va dire. Et alors j'avais entendu un truc, on en avait parlé il y a très longtemps dans une émission sur Boruto. Si un ninja doit être si un shinobi ou un ninja doit être déserteur, on utilisera plutôt la lecture ninja. Et s'il est mauvais, s'il déserte, s'il ne sert pas la cause, alors qu'un bon shinobi, un bon personnage shinobi, on utilisera la lecture shinobi. J'avais aussi entendu ça il y a quelques temps. Il y a un truc un peu plus positif dans le shinobi. Un truc plus noble. Bon, ça, je pense que c'est un parti pris d'auteur parce que, de mémoire, dans Naruto, en japonais, c'est shinobi qui revient la plupart du temps. Et ninja est très très peu utilisé finalement. Justement, dans les premières pages de Boruto, c'est là où quand il se dispute avec son père, il parle de ninja. Il y a justement la différence entre shinobi et ninja. Disons qu'il y a le bon et le mauvais ninja, quoi. Le bon ninja, il tue des gens et il assassine des gens discrètement. Le mauvais. non, mais en tout cas, pour tous ceux qui pouvaient se poser la question, c'est quasiment la même chose. Oui. Voilà, c'est déjà une bonne chose de fait. Que peux-tu nous dire d'autre, Julie, sur les ninjas? Tout à l'heure, je parlais de la province d'Iga, par exemple. Oui, alors. IGA. C'est la belle rouge. Oui, j'ai tout à fait compris maintenant. Non, pas du tout. Écoute bien ce que Julie va dire alors. C'est qu'en fait, donc, pendant la période Sengoku, donc là où il y avait tous les royaumes combattants, il y a eu un éclatement en fait des familles. Comment dire, c'est une société de caste. Donc t'as les aristocrates, puis les guerriers,
qui sont généralement représentés par les samouraïs, mais il n'y avait pas que les samouraïs. En dessous, t'as les paysans et tout en bas de l'échelle, les marchands. Parce qu'ils touchent l'argent, c'est ville, etc. D'accord. Puisque l'échelle des valeurs est calquée sur l'échelle des valeurs des samouraïs. Et donc, avec l'éclatement donc, des clans, etc., il y a eu beaucoup de gens qui se réfugiaient, par exemple, dans des provinces un peu reculées, notamment Iga, qui est entourée par les montagnes. Et donc, il y a eu des villages cachés. Des villages de gens qui fuyaient la guerre ou bien qui étaient des parias et qui en plus étaient amenés à survivre dans des conditions très dures, donc ils ont développé des techniques pour survivre et petit à petit on s'est rendu compte qu'ils avaient quand même des compétences assez particulières et donc ils se sont fait embaucher par des daimyo, par des seigneurs voilà, qui voulaient ensuite continuer à faire la guerre jusqu'à ce que ça se termine, et notamment toute la période qu'on connaît un peu, notamment grâce au manga comme, je sais pas moi, Samurai Deeper Kyo, donc les Tokugawa, les Oda, etc. Okay. Ils ont eu beaucoup recours. D'accord, et du coup les shinobi à la base sont des gens de caste inférieure qui se sont illustrés par leurs aptitudes, quoi. Par leur art. Voilà. On peut dire que c'est des gens qui devaient avoir des connaissances, ou bien, on va dire, martiales de base, et qui les ont petit à petit perfectionnées jusqu'à vraiment faire un art avec en plus des variantes, puisque d'une région à l'autre, d'un village à l'autre, il n'y avait pas les mêmes techniques qui étaient transmises. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant le côté survie, parce que c'est un peu ce qu'on peut ressentir dans l'univers des ninjas, c'est le côté, c'est un peu des MacGyver, ils savent utiliser plein de. Mais moi, c'est ce que j'avais lu au niveau des shinobi, c'est que techniquement, les premiers shinobi, c'était souvent des serviteurs de maîtres en fait, et pas forcément des mecs qui connaissaient des techniques particulières, mais qui étaient des espions parfaits. Et vu qu'ils étaient au service d'autres maîtres, à ce moment-là, ils pouvaient aller apporter d'autres infos. Et après, plus tard, on est arrivé plus dans le truc guérilla. Voilà. Et il y a un truc dans ce côté guérilla, c'est que toutes leurs techniques, ils les ont appris d'autres gens aussi. Julie disait qu'ils habitaient dans une province entourée de montagnes. Il y avait des montagnards qui avaient eux-mêmes développé des techniques qui leur ont appris. Des pièges, c'est des trucs comme ça. Les Yamabushi, donc c'est encore autre chose. C'est les ascètes qui sont spécialisés dans la recherche spirituelle, voire magique. Ouais, les gens des montagnes. Les montagnards. Les ermites. Là, tout le monde a vu le gars avec son béret, c'est en haut de la montagne. Avec ses chèvres. Et donc, avec son fromage. Bonjour Heidi. Les pirates leur ont appris aussi des trucs. Ah oui. Globalement, tous les reclus, ils ont assimilé pas mal c'était des éponges. Et puis surtout, ils faisaient le sale boulot en fait. Oui. C'était pas noble ce qu'ils faisaient, c'était vraiment faire des trucs. Comme Julie le disait, il y avait des combats interprovinces. Dans ces combats, les samouraïs n'avaient pas le droit d'aller en secret tuer un seigneur ou foutre le feu au château, genre. Ou foutre le feu au château, ou alors tuer l'armurier, des trucs un peu sans honneur, quoi. Enfin, un peu technique, un peu de des trucs un peu stratégiques. Ils payaient ces mecs, ils payaient des mercenaires qui étaient ces gens-là, qui sont devenus shinobi, qui étaient sûrement déjà des shinobi, pour aller faire le sale boulot à leur place, le boulot moins noble, le boulot plus sombre, celui qui n'est pas dans la lumière. Et donc il y avait donc deux provinces qui sont particulièrement, on va dire, illustrées. Donc il y a les provinces d'Iga et de Koga qui sont actuellement dans le département de Mie et de Shiga. Oui, c'est ça. Et on peut dire que, Iga en tout cas, c'est vraiment quelque chose que maintenant ils revendiquent. Il y a un musée de la culture ninja à Mie, à Iga. Donc c'est quand même assez particulier, quoi. C'est si jamais dans vous le folklore. Aller, c'est pas loin de Kyoto. Et oui, voilà, exactement. Juste après le périph'. Après le Saint-Maglou, tu prends la troisième sortie à droite. C'est là, de toute façon, où il y a les trucs de tissu, faut aller là-bas. Évidemment. Et les ninjas, ils étaient connus pour des techniques, des armes particulières, Julie. Bah oui. Et puis surtout, ils en parlaient pas. Donc pour l'instant, c'est très mystérieux parce qu'on a des écrits, mais alors moi j'ai lu quelque part parce que Internet est très riche pour les informations sur les ninjas. Et tout. Ouais, mais est-ce qu'elles sont véridiques? Et voilà, ça c'est un problème parce que même entre eux, apparemment, ils filaient volontairement des écrits, pas forcément fausses, mais en tout cas incomplètes. Ouais. Parce que sans maître, tu ne peux pas être initié. C'est toute la difficulté donc de retrouver en fait quelque part c'est logique qu'il y ait aussi peu de traces vu que au final c'est comme si tu cherchais des traces des espions à l'heure actuelle, forcément à leur activité, du coup il y a tout un épais voile de mystère autour d'eux. Je pense qu'il y a quand même on peut dire que comme tout à l'heure Robin demandait est-ce que tu vois c'était des gens nobles ou pas ou de basses conditions, on peut penser que c'était majoritairement des gens qui étaient quand même
paysans, ou des serviteurs, effectivement, parce que quand tu regardes les armes, la majorité d'entre elles sont des armes qui sont détournées de leur usage agricole de base. En général, il y a des faucilles, il y a des grappins, il y a des armes type lance en bambou qui cachent en fait des objets métalliques ou des armes de jet. Alors les armes de jet apparemment c'est juste pour détourner l'attention. C'est même pas une arme vraiment. Ah ouais non, tu peux pas tuer normalement avec un shuriken sauf le planter dans les yeux. Un shuriken encore. Reste calme. Si tu vises bien, franchement le shuriken ça marche quoi. Ouais mais bon faut savoir vraiment tu vois le lancer quoi. Le petit le kunai. Le kunai, le petit couteau. Alors le kunai c'est pas une arme de jet. C'est un couteau de paysan. Parce que ça sert à. C'est un couteau suisse en fait. C'est un truc. C'est un coutelas. Voilà. C'est le couteau de paysan. Exactement. Pour couper son pâté quoi. Ouais, c'est la gueule. C'est la gueule des ninjas. Bah oui. Et le truc c'est que tout le monde en avait, donc c'était pas suspect. Tu pouvais le cacher dans des vêtements, tu pouvais en avoir plusieurs, tu pouvais les lancer. C'était vraiment des scarlats, les mecs qui se baladaient avec des couteaux et tout. Il y avait des mecs qui se baladaient avec des katanas de 160 cm, donc tu sais. Et avec des boulettes de riz et de céréales. Ah oui, ça j'ai bien aimé. En fait, même dans le Paradise, ils en parlent. Les ninjas mangeaient 3 boulettes par jour. Ah oui. Seulement ça, et dedans, en fait, il y a tous les nutriments qui leur permettaient nécessaires. C'est un truc à base. C'est les trucs feed là, c'est les barres c'est les barres feed. Je crois que c'est genre à base de riz, de blé, d'épeautres et de sang de poisson. Tout ce qui était nutritif. Et pour pas être carencé non plus, et ils se rationnaient. Parce que tu savais jamais ce qui pouvait arriver en mission, etc. Et il fallait pas manger de nourriture odorante. Ah oui, pour rester discret. Exactement, pour rester discret. Donc, poisson. Donc le sang de poisson, ça marche. Ouais. Parce que le sang de poisson n'est pas odorant. Mais comme pas le sucre, pas le gras. En fait, et puis c'est trop calorifique de toute façon. Oui. Mais c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont essayé aussi de... Tu vois, réutiliser certaines armes ou certaines techniques ninja, notamment cette légende qui, je sais pas, c'est très connu au Japon, que les ninjas peuvent marcher sur l'eau. Tu vois. Et donc apparemment c'est pas dû au chakra, mais c'est des espèces de chaussures spéciales qui sont donc avec des poches d'air faites en cuir par exemple. Donc ils appellent des mizugumo. Donc et apparemment c'est vrai que tu peux pas marcher sur l'eau, mais tu peux rester un petit peu, tu vois, à la surface d'un étang ou d'une rizière, ce qui est déjà pas mal. Petite dédicace à Jésus quand même. J'ai envie de changer le nom de cette émission. Jésus-Christ était-il un ninja? Jésus-Christ Superstar Ninja. Jésus contre les ninjas. Voilà, et puis après, il y a tout un arsenal donc d'armes, etc. qu'on peut pas lister parce que franchement l'idée c'est que n'importe quel outil, n'importe quel objet pouvait devenir et être détourné pour devenir une arme cachée. Ce côté survie, ce côté débrouille quoi. Les gars ils utilisent tout ce qui est dans leur... Cagnard par exemple avec son micro il pourrait faire une sorte de grappin pour attraper Robin. Moi ça me faisait penser. Mais ça c'est parce qu'il est plein de bagarres lui. Il est allé à l'école de la rue. C'est pas très discret. Mais les gars j'essaie de parler sérieux là. Je disais que ça me rappelait la capoeira tu vois. Et vous préférez dire que j'aime la bagarre alors que j'aime la danse moi. Mais bon, et tout ça pour dire aussi qu'il y avait il y avait quand même un respect, tu vois, de ces gens-là parce que ils savaient des techniques. Ils avaient des couteaux quoi. Bah oui, mais ils connaissaient aussi les herbes médicinales, les poisons, tout ce qui est fumigène, tout ça, ils savaient utiliser le feu. C'était eux qui allumaient donc notamment les incendies pour attaquer, pour détourner l'attention des armées, des seigneurs, etc. et s'infiltrer dans une forteresse par exemple. Donc il y a quand même toutes les techniques un peu filoutes. Sans compter les techniques de séduction des kunoichi. Ah oui, oh là là. Oh là là, si vous saviez. Mais ça en fait c'est pas historiquement rien n'est avéré. Après comme c'était des villages, il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait donc on pense que elles aussi elles avaient quand même quelques bases, tu vois, mais il n'y a pas eu de ninja femmes allant au combat. Enfin ça on sait pas trop si c'est juste l'imaginaire collectif, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en avait dans les mangas. Mais il y a un truc qui est clair, c'est qu'on n'a pas toujours été fasciné par les ninjas, nous, en Occident, vu ce qu'on en a fait. Cagnard, si je te dis que les ninjas, c'était pas forcément mieux avant. Je suis totalement d'accord avec ce parti pris parce que à l'heure actuelle, on a un peu tendance à se dire les ninjas, il y en a partout et compagnie, mais en fait...
quand il réfléchit un petit peu 2 secondes, il n'y a pas tant que ça d'exemples de ninja. Alors pour parler de ninja et de l'image du ninja qui arrive en Occident, je pense que c'est intéressant de parler des films de samouraï avant, parce que je pense que les films de samouraï sont arrivés précédemment en Occident avec le film de samouraï qui venait directement du Japon, pour le coup, qui étaient des purs produits japonais, et ça je pense que ça tient un petit peu plus de la génération de nos parents, alors que nous on a eu les ninjas ont débarqué à notre époque, mais nous en fait on a déjà eu une version hyper kids en fait, hyper édulcorée du ninja, et si on reprend un petit peu chronologiquement, tu vois, ça donne années 70-80, il y a les films japonais qui arrivent, forcément il y a des films de samouraï, il y a les films de Kurosawa, il y a Zatoichi, et là on peut clairement parler de films d'auteur à proprement parler, c'est des vrais films qui ont acquis leur lettre de noblesse. On se moquait pas des samouraïs dans ces films. On se moquait pas trop des samouraïs, mais... moi j'ai une anecdote, j'ai pas été voir, mais quand mes parents sont allés voir, je pense que c'est Kagemusha, où il y a une scène où il y a Oda Nobunaga qui chante à la façon, tu vois, très comme dans le no traditionnel. Il y a des gens qui se marraient dans la salle parce qu'ils comprenaient pas, ils trouvaient ça ridicule. Ça c'est pas la même chose. Après Kagemusha, comme dit Cagnard, c'est un film d'auteur pour le coup. C'est pas un nanar, c'est pas un nanar non plus. Et en même temps, je pense qu'il y a eu aussi du mélange à l'époque, parce que c'est à peu près en même temps, les films hongkongais sont arrivés. Je pense au film de la Shaw Brothers, où là c'était vraiment des films, tu vois, t'as la 36e chambre de Shaolin, la main de fer, et je pense qu'à l'époque il y a eu un petit peu un mix de tout ça c'est l'Asie quoi. En gros il y a des mecs avec des sabres, il y a des mecs qui mettent des coups de pied et qui sont chauves, et c'est l'Asie, tu vois. Sachant que dans certains de ces films, c'est marrant ce que ça fait écho à ce que disait Julie au début sur les ninjas, ils se battaient beaucoup avec ce qu'il y avait dans la pièce. Ils faisaient des armes tous les tabours et les chaises. Jackie Chan est d'ailleurs et Jackie Chan de toute façon vient de cette période-là, il a duré dans le temps, mais il vient clairement de cette période-là. Mais on le sait pas, Jackie Chan est un ninja. Je crois pas qu'il ait joué de rôle de ninja. Peut-être. Non. Il a joué beaucoup de choses. Il a joué beaucoup de trucs. Jackie peut tout faire. Il a même chanté des chansons de Disney sur un album. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, que ça soit les films de Hong Kong ou les films de samouraï, c'est des purs produits asiatiques. Alors que nous, notre génération, dans les années 90 et les premières apparitions de ninja, en fait, nous, on a eu le droit à une version mais complètement occidentalisée du ninja, et en fait, on est arrivé à un truc qui était limite, c'était un objet pop, c'était un objet pour les enfants, voire ça pouvait devenir vraiment nanardesque, tu vois, les premiers signes de ninja que qui me ressortent de quand j'étais petit, c'était les Tortues Ninja, c'était les films Ninja Kids. T'avais American Ninja qui est un putain de nanar. Je vous conseille entre parenthèses d'aller regarder Nanaroscope, qui est l'émission de Nanarland. Ils ont fait un épisode spécial sur les films de ninja, mais encore une fois c'était des films américains de ninja. Ça rejoint ce que disait Julie quand elle différenciait Shinobi et ninja, c'est par l'appellation. Oui, c'est ça, c'est au final c'est de l'appellation américaine, et limite le plus gros des exemples qu'il y a là-dedans, c'est Batman, qui est la version comics des ninjas, vu que Batman a été entraîné par Ra's al Ghul, et qui est le chef d'un clan de ninja. Mais il est jamais pour le coup lui décrit spécifiquement comme un ninja, Batman. En fait, si toutes ces techniques, ça ressemble. Regarde, il a des shurikens. Il a un grappin. Il a la tiraille, mais il a jamais été défini, explicitement défini comme un ninja dans le comics, c'est ça que je veux dire. Le problème, c'est que ses origines sont celles de Ra's al Ghul. Il a appris les arts martiaux avec Ra's al Ghul, donc forcément, tu t'étais obligé de faire une petite. Et Ra's al Ghul, c'est un clan ninja. Il y a la fontaine de Jouvence. Ils ont ce truc là. Et du coup, je pense que nous, on a eu cette période où nous on a été, mais vraiment ça a été une horreur de regarder sur Google et de voir toutes les occurrences de films ninja. Et là, mais en fait, pourquoi tu fais ça? C'était pour cette émission. Surtout, on a bossé. Il fallait que je puisse me rendre compte de mes propres yeux qu'il n'y avait aucune occurrence sérieuse au genre ninja en termes de films. Alors je pense qu'il doit y avoir 1 ou 2 films japonais, tu vois, qui doivent vraiment le faire, mais sinon c'est que du nanar. Et moi je me pose une question. Pendant ce temps-là, dans le manga, on avait quoi dans les années 90? C'est là que ça se complique. En Occident, tu veux dire? Au Japon, dans manga en général, en manga tout court, quoi. Au Japon, moi j'ai aussi fait mon travail, et j'ai été surprise parce que j'étais persuadée que le ninja était pas si populaire dans la culture pour enfants.
Moi, je pense qu'il est même plus populaire en Occident qu'il l'est au Japon, limite. Oui, c'est possible. Mais en fait, depuis Meiji, il y a donc le personnage de Sarutobi Sasuke, qui est un personnage un peu comme Bécassine, quoi, qui ressort dans différentes images, différentes productions. Tu vois, les auteurs changent. Sasuke à la plage. Ouais. Donc après Jésus-Christ est un ninja, on a Bécassine est un ninja. Bécassine apprend le ninjutsu et les ninjas. Ah là là, attention. J'ai hâte de voir Martine. Ouais, Kenavo. Mais tout ça pour dire que j'étais vachement étonnée de voir que donc depuis Meiji, il y avait quand même donc ce personnage qui incarnait donc le ninja, mais pour un public enfantin, et qu'à partir des années 50, il y a eu un auteur qu'on connaît moins en Europe, mais qui était aussi connu que Tezuka, qui s'appelle Sugiura Shigeru, qui en a fait vraiment une icône de la culture populaire enfantine. Et donc là, tu vois, pour moi, j'avais du mal à associer l'univers shinobi et ninja à l'univers de l'enfance, parce que, c'est un assassin quand même, tu vois, et genre, en général, tu dis, ça la fout mal de mettre un personnage assassin comme héros pour les enfants. Et depuis les années 90, là, 93, il y a une série qui cartonne au Japon. Enfin, moi, depuis que j'y vais, je le vois régulièrement à la télé, et c'est des petits ninjas qui vont à l'école, qui s'amusent. C'est alors attends, j'oublie tout le temps le nom, c'est Nintama Lintaro, et même le visuel est très sympa, tout ça. Je comprends pas que ça soit pas encore arrivé en France, parce que ça cartonne, quoi. C'est mais regarde, nous on avait Arsène Lupin, Robin des Bois, c'est des voleurs, c'était pas des personnages qui vont. Après ils ont des valeurs, ils détournent le truc pour que ce soit noble, donc peut-être que les ninjas de mais là-bas, Arsène Lupin c'est pas pour les enfants, il vient de dire que Robin des Bois se victimise. Très clairement. J'ai pas dit qu'il se victimise. Si, tu viens de le dire. Lupin 3, c'est Arsène Lupin. Non, mais on avait des personnages, je veux dire, pas forcément nobles, qui pouvaient être des héros pour les enfants. Vous avez d'autres mangas ou pas qui ont pu sortir à cette époque-là? C'est vrai qu'on avait pensé à l'Académie des Ninjas, mais parce que tu vois, à chaque fois c'est pris sous l'angle de la comédie. C'est mignon, c'est léger, donc ça peut pas être sombre et torturé et des trucs pour les enfants. Moi j'ai un exemple qui date des années 90 d'un animé qui existe en manga qui s'appelait Ninja Boy, tout un programme déjà. Et Ninja Boy, le pitch était très simple, d'ailleurs le pitch était exactement le début de celui de Dragon Ball. C'était un ninja qui avait été élevé dans la forêt par son grand-père meurt, du coup il va dans la ville et là il arrive dans un collège normal, mais c'est un collège où ça va devenir la superstar parce que c'est un ninja. C'est un peu les prémices de Naruto, mine de rien. C'est l'école des ninjas. Et en 2000 arrive Naruto. Voilà, exactement. En fait, mine de rien, c'est marrant parce que pendant les années 90, on a plein d'occurrences au ninja pour les gens de nos âges à l'époque, mais rien de bien sérieux. Et là, en fait, t'as un manga qui va reprendre le ninja à son compte et qui va remettre vraiment le ninja au centre de son histoire. Et je trouve que ça, c'est un truc important que Naruto a fait, c'est que dans les autres mangas, il y avait pas mal de personnages secondaires qui étaient des ninjas. Il y en a dans Kenshin, il y en a dans Kyo, il y en a dans l'Habitant de l'Infini, mais là dans Naruto c'est vraiment le ninja est au centre de l'histoire. Et en fait ça a un peu rabattu les cartes complètement, quoi. Je propose qu'on parle de Naruto alors. C'était inévitable. On n'y coupe pas dans cette émission. C'est 1900. J'ai dit les années 2000, c'est 1999. Naruto au Japon. En tout cas, je crois qu'une chose est claire. Quand on parle aujourd'hui de fascination pour les ninjas, pour les shinobi, dans le monde occidental, en France en tout cas, pour les assassins. Si on parle de fascination pour les ninjas, c'est avant tout de Naruto dont on parle. C'est de Naruto qu'on parle. Et de tous les personnages de Naruto. Des millions d'exemplaires vendus, des enfants de 8 ans qui encore aujourd'hui, chaque jour, découvrent Naruto. C'est The Ninja. Cagnard, et on sait tous que c'est toi le plus grand fan de Naruto. Vite fait. J'avoue, moi à la base je préfère les pirates. J'aime bien les pirates. Mais oui, déjà étant grand fan de Naruto, merci monsieur Kishimoto pour ce que vous avez fait. Et en fait Naruto c'est tout bêtement c'est le référentiel le plus moderne qu'on pouvait avoir pour l'image du ninja. C'était mine de rien un ninja avec un folklore traditionnel japonais très fort, mais avec une vision qui était très moderne et vraiment par le prisme d'aujourd'hui. Il y avait pas mal de choses qui amenaient vers ça. Parce que tu démarres moi j'ai démarré Naruto avec ce que je pouvais connaître des ninjas, on va dire, et très vite dans le manga t'avances où tu vois en fait les ninjas sont organisés comme une milice militaire. Ah bon, d'accord, donc c'est l'armée d'un pays, il y a des guerres de ninjas, ils utilisent des pilules de l'armée, et tout ça c'est que des référentiels qui sont hyper modernes en fait, qui n'ont plus rien à voir avec le folklore de l'époque. Même le village il est hyper
il est hyper moderne, même les restos de ramen où il va, ça ressemble au resto d'aujourd'hui. Les mecs, l'armée utilise aussi des micros, des systèmes d'écoute. Enfin, il y a tout un. Ils ont la télévision, oui. Ouais, ils ont la télévision. Il y a vraiment un mélange du folklore japonais traditionnel, mais de la modernité aussi. Et le point peut-être le plus moderne et qui est le plus shonen, on va dire, de tout ça, c'est que Naruto, il va à l'école des ninjas. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans je sais pas combien de shonen. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on compare souvent Naruto à Harry Potter. Harry Potter, il va à l'école des sorciers pour coller le plus simplement possible au lectorat, au quotidien des jeunes étudiants. Naruto, il va à l'école des ninjas, mais il va pas à l'école très longtemps. Après, Naruto aussi, moi ce qui m'intéresse dans Naruto, c'est que Cagnard l'a un tout petit peu évoqué, mais c'est qu'avant on avait effectivement des personnages de ninja, mais là le ninja est au centre et même l'univers du ninja est vraiment décrit comme on l'a jamais vu, tu vois, genre la description des armes ninja, des techniques, des rouleaux, les noms des techniques, les faits qu'ils utilisent des mudras, donc c'est les formes que tu fais avec tes mains et tout ça c'est des termes et des choses de la culture japonaise auxquelles on n'avait pas eu accès à ce point en fait. Et c'est ça aussi qui est génial dans Naruto, c'est que il y avait tous les objets traditionnels, tu vois, ce qu'on voit nous dans les estampes. Donc les ombrelles en papier huilé, les lanternes, les kimonos, enfin tout ça était vraiment très inspiré du kabuki ou des arts traditionnels japonais. Et puis même les noms des personnages, en fait, si on gratte un peu, il y a plein de références au théâtre traditionnel, au conte, au folklore, déjà ninja. Ou au folklore ninja, Konoha par exemple, Konoha, c'est dans le folklore ninja. Jiraiya, Tsunade, compagnie, Orochimaru, voilà. Enfin, c'est parmi d'autres. Parce que en fait, c'est ça aussi qui est dingue, c'est que il a recréé toute une sphère, un monde autour de ça, de la culture. Mais il a réinventé un peu le ninja. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse aussi, c'est que le manga va encore plus loin, c'est qu'il crée carrément un monde imaginaire avec imprégné de la culture ninja, mais il en crée une nouvelle mythologie, un nouveau monde qui est régi par des codes qui sont en fait maintenant ceux du manga. En fait, il a un peu carrément recréé la figure du ninja, et il en a refait un truc. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gamins ou de gens de notre âge qui ont une vision, on parlait de fantasme au début de l'émission, une vision fantasmée du ninja qui est quelque part vachement créé vachement par Naruto en fait. Comme si Naruto avait... alors pour nous déjà, je pense que Naruto, ça a donné un côté crédible à une vision très pop qu'on avait du ninja. Ça a donné une espèce de réalité. Maintenant, ça a surtout donné une base en fait sur en fait maintenant les ninjas c'est ça quoi, c'est à ça que ça doit ressembler, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si je dis pas trop de bêtises, il a pas vraiment tout inventé vraiment. Non, puisque moi je pense que Kishimoto, il a eu ce génie de dépoussiérer les choses traditionnelles à un moment où c'était plus à la mode, à un moment où les années 80-90, le Japon, il était tourné vers l'Occident. Il voulait ce qu'il y avait en Europe, il voulait ce qu'il y avait aux États-Unis. Et là, il a refait un espèce de focus sur la richesse culturelle japonaise, et du coup c'est ça qui a pris, et voilà, moi je pense que c'est ça qui est cool, c'est que il a vraiment donné du style, des choses, enfin il a rendu cool des choses qui au Japon étaient vieillottes quoi. Ouais, et puis inscrit ça vraiment dans son pays, comme on parlait de mélange folklore, modernité, tradition et modernité. Le Japon, mais quelque part je pense qu'on va s'enfoncer dans cette voie. Non mais vraiment quelque part je pense que Naruto il incarne ça complètement, parce qu'en fait dans son surtout, imagerie même c'est ça quoi. Ouais, pour moi là aussi la grande modernité de Naruto en tant que personnage ninja, c'est qu'il amène le ninja pacificateur, celui qui veut vraiment s'extraire du conflit, et c'est là où tu te dis c'est sympa parce que il a fait évoluer, tu vois, c'est plus le petit ninja sympa qui va à l'école, qui apprend des techniques pour se bagarrer gentiment avec une autre école ou quoi, ou le véritable assassin. Mais c'est des enfants qui sont confrontés à une réalité, c'est qu'ils vont devoir faire la guerre. Vraiment. Et du coup, il y a toute une profondeur psychologique qui aussi était super intéressante à ce niveau-là pour un public shonen, quoi. Après, il va un peu plus loin aussi. Parce qu'après tout ça, ça a des limites. C'est que comme il veut tout foutre ça dans une sauce shonen, au bout d'un moment, il se retrouve pris dans le piège du shonen, qui est qu'il faut toujours aller plus loin, et qu'au bout d'un moment, Naruto, il va un peu loin, et quand les techniques ninja, ça devient des super pouvoirs où t'as le pouvoir de faire exploser un village entier, ça devient plus vraiment raccord avec le principe du ninja.
tu veux, parce qu'à la base le De toute ninja façon. c'est la discrétion. Et le personnage même de Naruto était déjà par raccord voilà. avec c'était un ninja. C'est quand même l'un des plus braillards des héros de Neketsu. On part de là quand même. Le mec doit s'infiltrer, il doit infiltrer un château, à mon avis, il se fait griller au bout de on part quand même du principe d'un ninja qui est blond, aux yeux bleus, avec une tenue orange, au Japon. Je pense que c'est l'espion le plus discret que tu puisses trouver. Dans la forêt, il y a plein d'herbes oranges. Ouais, faut juste la forêt d'automne. Bah alors il est en orange et bleu en plus. mais dans Naruto, c'est Sasuke qui est l'archétype du manga. Du ninja, pardon. Même du manga, je suis d'accord. c'est l'archétype du manga. Mais même son nom, tu vois, Sarutobi. Enfin, il y a Sarutobi Sasuke, donc, qui était donc la figure du ninja pour enfants, etc. Donc, on reprend Sasuke. Et tu vois, c'est synonyme quand même de ninja dans la culture japonaise. Et là, bizarrement, tu vois, ça va être le rival et meilleur ami de Naruto, qui lui au contraire incarne la modernité dans tout ce que ça a de braillard, coloré et c'est la grosse opposition, c'est que Sasuke il regarde beaucoup en arrière en termes de vengeance et Naruto il regarde beaucoup en avant vers son objectif, le futur, la paix. Et puis Naruto c'était autre chose aussi, c'était pas juste une histoire de combat, de simple bataille de guerre de ninja quoi. Non, c'est peut-être l'aspect de Naruto que je trouve le plus moderne, c'est que Naruto c'est un manga qui est très shakespearien dans son application. On va dire, enfin c'est quand même de la pure tragédie moderne avec des intrigues de palais, des conflits politiques, il y a des histoires de vengeance familiale qui datent depuis des années, des erreurs que les enfants doivent assumer pour leurs parents. T'as vraiment tout un background très shakespearien que des séries comme je vais prendre l'exemple de Game of Thrones ou de House of Cards qui ont réussi à ramener un truc très shakespearien d'intrigue de palais à des backgrounds très modernes en fait. Et puis le parallèle avec Shakespeare il est d'autant plus pertinent que Shakespeare lui-même s'inspirait de légendes d'Écosse ou de Suède ou je sais pas d'où, et pour en faire une histoire qui était une histoire shakespearienne en fait. Oui, et puis comme Jésus-Christ et Bécassine, il était ninja aussi Shakespeare. Exactement. Julie. Non mais moi ce que je trouvais intéressant à niveau, tu vois, de tout ce qui est intrigue, etc., c'est que là pour le coup, Naruto ça a aussi permis à un public jeune de s'intéresser à ce qu'il y avait derrière le pouvoir, tu vois, tout ce qui était les complots, ou en tout cas comment étaient menées certaines guerres, pas forcément tout frontalement, mais justement de dire qu'il y avait aussi l'envers du décor et qu'il fallait s'y intéresser quoi. Même si les auteurs du Jump étaient quand même souvent habitués à s'essayer à cet exercice sur les coulisses du pouvoir, et que la force n'est pas que le pouvoir, et ainsi de suite. Non mais il y a ce truc en plus de la guerre sale, même quand t'es du côté des héros, et de toute façon c'est une des thématiques qui revient le plus dans Naruto. Surtout quand tu crées un univers aussi riche que celui de Naruto, t'es un peu obligé d'imaginer un système de pouvoir, un système de gouvernance qui fait que t'es obligé au bout d'un moment d'aller dans ce registre-là, c'est inévitable. En tout cas Naruto, pour conclure, c'est que ça reste le manga de ninja le plus célèbre et le plus marquant, mais en fait ça serait presque le seul manga de ninja. Pas loin hein. Si on réfléchit un peu. On a Basilisk, qui a jamais très bien marché en France. En France, non, pas spécialement. C'est propre, hein. Oui, c'est propre. Là, il le relance en plus, les Kurokawa. Il y a une Abari qui avait été un échec. Oui. Je crois que quelqu'un nous l'avait cité dans la liste des mangas oubliés. Oui, c'est moi. non, mais sur les réseaux sociaux, je me demande, c'est pas Grid Goblin peut-être. Je me souviens plus exactement. Goblin, c'est possible. Salut à toi, Grid Goblin. Black Torch récemment. Ouais. Gros succès pour le coup. Et gros succès, pour le coup, gros succès, ouais. Mais c'était en 5 tomes et c'est déjà terminé. Ouais. Oh. Et puis là, on a Hell's Paradise. Ah, ça c'est cool. Mais au final, tu vois, les deux derniers titres que tu utilises, je les trouve. Hell's Paradise fonctionne très bien chez Kazé, et je trouve que c'est assez marquant parce que c'est des titres qui sont récents et qui parlent de ninja, mais ils sont suffisamment récents pour qu'il y ait à nouveau un intérêt au niveau des ninjas, parce que pour moi, très clairement, Naruto est ô combien j'adore cette série, mais elle a clairement cannibalisé le genre du manga et le genre du manga ninja en France. Et à un moment, dès qu'il y avait un manga de ninja qui sortait que tu voulais conseiller à quelqu'un, tout de suite on disait mais moi j'aime pas Naruto, et tu dis non mais c'est pas Naruto, là je te propose un autre manga, mais de base ça a complètement cannibalisé le genre, et même dans le Jump il y avait pas trop d'autres mangas de ninja. Là je pense qu'il a fallu attendre un peu que ça redescende. Et preuve en est,
Black Torch, Hell's Paradise, c'est 2 mangas du Jump, ouais. Mais du Jump plus, ouais, de la version internet. On les met même pas tout de suite dans le Jump, on attend un peu. Et là, au final, il y a du temps qui est passé. Eh ben, peut-être que ça y est, on a un appel d'air. Et je parle pas d'un blockbuster de Ninja, mais un appel d'air pour des petites séries. Moi, Hell's Paradise, j'adore ce titre. Black Torch, je les trouve très bien aussi. C'est et bien. Gabimaru, je pense que c'est un personnage bien marquant aussi, mais qui est totalement à l'opposé de Naruto. Bah ouais, en soi pour moi ça a aucun sens de les comparer. C'est des mangas qui sont pas du tout dans le même registre en fait. De quoi, Hell's Paradise et Naruto? Ouais. Bah c'est 2 shonen de ninja. Ouais, mais pour moi Naruto c'est un shonen d'aventure fantasy dans un monde imaginaire avant d'être un vrai truc de ninja pur et dur. Paradise est un manga de ninja fantasy. Bah il est plus inscrit dans l'histoire du Japon si tu veux. Enfin il est plus inscrit dans le vrai. Tu crois vraiment que moi non, il y a le côté survivaliste qui est beaucoup plus poussé et beaucoup plus dans le. Pour moi, oui, mais si tu veux, la partie survivaliste de Hell's Paradise, elle correspond à la partie survivaliste de l'examen dans la forêt. Tu vois, c'est la même chose. Enfin. Non, je comprends ce que veut dire Robin, c'est-à-dire que Kaku, l'auteur de Hell's Paradise, il va mettre des petits éléments. D'histoire. Vraiment très technico-pratiques de l'histoire du ninja qui dans Naruto sont disséminés peut-être dans les noms, dans le folklore, mais qui sont pas mis dans une petite note dans un carré bien écrit quoi. Il est peut-être moins scolaire, il est moins scolaire on va dire. Paradise, mais ils sont quand même comparables. Naruto c'est un monde imaginaire. Enfin c'est. Mais ça aussi c'est un monde imaginaire. Bah je sais plus, c'est pas une île qui. Enfin après l'île du paradis, oui, celle qui se trouve après le périph'. Oui, mais c'est du fantastique. Bon après on va pas faire le débat fantastique fantasy, mais c'est pas le Seigneur des Anneaux. Pour moi Naruto c'est le Seigneur des Anneaux mais avec des ninjas quoi. Sachant juste que je vous avais envoyé sur la comparaison entre les 2 personnages et pas du tout les 2 mangas. Mais alors, attends, moi je vais aplanir tout ça parce que déjà j'en ai marre que Robin il parle. Et on va dire que Hell's Paradise est un bon successeur à Naruto quand t'as grandi. Quand t'as lu Naruto et que c'est bon t'as grandi, bah tu enchaînes avec Hell's Paradise derrière. Je trouve que c'est un bon compromis. Bon, c'est pas reluisant. Tu fermes ta gueule, man. C'est pas reluisant. Ça va, c'est très mauvais. Mais je parlais à mon micro, ça va. C'est très moche. J'ai le droit de parler à mon micro. Mets une pièce sur la table tout de suite. Ferme ta gueule, toi aussi. Donne 2 € tout de suite. Je parle à l'autre micro, celui de Robin. Ah, mais je sais, dès qu'on touche à Naruto, tout de suite, il peut pas s'empêcher. C'est vraiment Naruto. Bon, va peut-être falloir répondre à la question. Il veut toucher des enfants. Pourquoi, malgré tout ça, pourquoi sommes-nous fascinés par les ninjas? Sachant qu'en France, en plus, on en a d'autres des personnages. Pourquoi on aime les ninjas? On a des chevaliers. C'est cool les chevaliers. On a des Merlin l'Enchanteur. On a Brocéliande quoi. Ouais. Mais on a exploité cool. hein. On a exploité ça. On a la DGSE en France. Pourquoi on s'intéresse? On a le bureau des légendes. On a le bureau des légendes. Alors en faire une série jeunesse ça pourrait être cool. Robin, on a Robin des Bois. Bah oui exactement. Exploité aussi ça. On a des mecs, on a des mousquetaires. Pourquoi on s'intéresse aux ninjas? Sachant que pour moi les 3 mousquetaires c'est un pur shonen Dumas c'est vraiment un pur shonen. Pourquoi est-ce que on a cet attachement pour les ninjas? Robin, je te pose la question. Bah, pour le coup, dans toute la liste que tu as sortie de personnages, il y a un peu un élément de réponse, c'est que tout ça, c'est des figures qui sont iconiques. Et le ninja, c'est un espèce d'archétype iconique qui a dans sa caractérisation même de personnage plein de traits qui sont vachement intéressants. Déjà, de base, c'est des persos qui sont complexes. On l'a déjà dit, c'est des espions. Ils sont, c'est un peu des anti-héros. Ils font des tâches un peu sombres. Ils sont espions, assassins. Ils sont toujours moralement sur le fil. Tu vois, c'est pas des personnages forcément nobles de prime abord. Il faut que tu saches où il veut aller. Ce qui va faire que tu vas t'attacher à lui, c'est qu'en fait derrière tu vas voir qu'en fait son but il est noble. Donc du coup ils sont toujours un peu un peu sombre, un peu sur le fil, et le mélange entre le côté edgy, donc noir, sombre du personnage, et son espèce de code d'honneur, parce qu'il doit quand même remplir une mission, ça donne un personnage qui est assez complexe et vachement intéressant quoi. C'est Yin Yang en fait. Bah ouais, complètement. En fait, ils sont dans l'idée. Bah pour moi, je pense qu'il est important parce que tu vois, il est central. C'est lui qui a l'information, et l'information c'est crucial. Sauf que finalement, sa mission va être, tu vois, a plus de valeur que lui-même, que le ninja en tant qu'individu. Donc il y a le côté aussi intéressant, parce que au niveau dramaturgie, donc il est toujours, on peut toujours présenter un personnage en train de lutter entre ses désirs et sa mission, son devoir, etc. Et en plus, il y a cette fascination, je pense, en Occident, dans une société nous on se définit plutôt comme des gens très portés sur l'individualité. On a besoin de s'affirmer, d'avoir une personnalité, et là c'est un personnage qui doit
absolument tout jeter, toute son humanité, tout ce qui fait que lui est un individu, a une personnalité. Il doit l'oublier pour mettre en avant ses compétences et les mettre au service de quelqu'un. Ouais, et puis quelque part, c'est le vrai héroïsme en fait, c'est qu'il se met pas en avant, c'est que ce qui compte, c'est la mission avant tout. Et quelque part, sans lui, les choses ne se feraient pas. Et en même temps, il va pas dire c'est moi qui l'ai fait parce que de base il est censé être discret, donc il y a un côté c'est le vrai héroïsme. Pas de reconnaissance, c'est une forme de sacrifice personnel en fait, de se dire je sacrifie mon identité pour la cause quoi. Ce qui est tout l'inverse de Naruto du coup. Oui, en plus ça. Et l'un comme l'autre, vous pensez qu'on arrive à s'identifier, à se reconnaître dans cet oubli de soi-même? Je pense qu'il y a cette fascination. Ça joue, on se dit mais comment est-ce qu'on peut aller jusque là? Tu vois, il y a cette question qui peut se poser clairement quand tu vois certains personnages. Après, c'était quoi la question? Est-ce qu'on peut s'identifier dans ces personnages qui s'oublient eux-mêmes? Est-ce que quelqu'un veut vraiment s'identifier à un super assassin? Oui, peut-être. Enfin, tu vois, avoir des super pouvoirs. On peut s'identifier à Batman, tu vois. Je suis Batman. C'est lui, je l'ai reconnu. Là, je me suis identifié. Ceci dit, oui et non. Batman, en fait, il est fascinant parce qu'en fait, justement, on peut s'identifier dans le sens où on peut y mettre ce qu'on veut parce qu'en fait, Batman, il est suffisamment mystérieux comme personnage pour que tu puisses aussi y mettre un peu ce que tu as envie d'y mettre. Est-ce qu'on peut s'identifier à Orochimaru, Sasuke, Itachi? C'est tout le principe. C'est après t'identifier, tu t'identifies. Retrouver quelque chose de soi. En fait, c'est ça, c'est que tu retrouveras une partie, mais tu vois, il y a une partie de Orochimaru qui est cool, une partie de Sasuke qui est cool, et je pense que c'est là que le lecteur ou le spectateur se fait toujours happer, que ça soit dans le côté noble de la mission ou dans le côté faire passer le bien des autres avant le sien. C'est pas en tant que personnage qui n'existe pas, parce que là, sinon, c'est triste pour toi si tu te reconnais là-dedans, mais c'est peut-être la première marche pour aller mieux, on va dire. Mais je pense que c'est plus sur des petits points que tu vas kiffer. Julie, tu voulais réagir? Je me disais, dans la galerie personnages ninja, il y a quand même pas mal de femmes qui sont fortes, tu vois, qui sont des guerrières et tout, et ça peut être attirant aussi. Après, c'est même carrément, moi je dirais que c'est un genre où justement, le genre ninja donne un peu la part belle aux femmes, parce qu'en fait, comme de base, c'est pas forcément des personnages qui s'illustrent par la force brute comme il peut y avoir dans plein de mangas qui sont c'est moi le plus fort, je pète la gueule à tout le monde. Les ninjas justement, ils sont plus malins que ça et ils arrivent à faire valoir d'autres capacités, que ce soit l'intelligence, la ruse, etc. Et du coup tu peux avoir des personnages féminins qui sont physiquement plus faibles que des personnages masculins, mais qui en fait sont plus forts par la maîtrise de leur art ninja. Donc du coup je pense que c'est un archétype dans lequel justement des lectrices peuvent aussi se retrouver. D'ailleurs dans Hell's Paradise, les deux personnages qui survivent le plus dans les premiers tomes, c'est les deux ninjas, c'est la Kunoichi et c'est Gabimaru. Mais je pense qu'il y a un côté très stylé, tu sais, de l'affrontement avec la brute de l'école qui vient de tabasser, tu vois, et on va dire que t'as deux manières d'affronter ce combat. Soit tu lui mets des grosses patates et tu l'écrases devant tout le monde, soit tu fais un pas pour esquiver chacun de ses coups. C'est beaucoup plus stylé, tu vas te faire juste un pas, t'esquives son coup tranquille, tu vois, après tu lui mets une petite balayette, après tu mets un coup de couteau là, tu mets un coup de kunai. Mais je pense qu'il y a un côté plus stylé, plus esthétique, en tout cas dans l'affrontement, quand il est discret comme dit Robin, quand il est peut-être un peu plus féminin aussi, tu vois, plus dans la souplesse, dans la volupté, tu vois, c'est plus stylé, tu vois. Là je suis en train de danser, c'est pas radiophonique mais je danse, parce c'est que une macarena que je fais. Gabimaru il est pas féminin. Non, pas féminin, mais il est par contre moi je trouve que dans son approche, tu vois, finalement là il est sur le chemin de la rédemption. Ouais, mais c'est grâce à sa femme. Oui, tu penses que sinon s'il avait pas eu sa femme, il n'aurait jamais fait tout ça. Ah bah mais attention, vous êtes pas à jour encore. Attention. Cagnard, toi tu me disais non. Oui, je sais plus. Je disais que non, effectivement, dans sa manière de combattre, alors elle est, je vais dire qu'il donne des coups très très secs, mais par contre toutes ses apparitions et disparitions, elles tiennent vraiment de la rapidité, il apparaît toujours là où on l'attend pas et il met le coup qu'il faut. Par contre c'est souvent des coups violents, effectivement, des gros coups, mais ça saigne un peu, ouais, ça disparaît, ça apparaît, ça revient, enfin, mais il est vraiment trop stylé ce manga, hein. Vraiment je l'adore, ouais. Alors avant de continuer sur le folklore ninjaesque, Cagnard nous proposait de sortir un instant du manga pour donner un autre marqueur autour du ninja en Occident.
Ouais, alors en termes de figure de ninja, et c'est plutôt pas mal qu'on ait commencé avec Hattori Hanzo parce que je voulais reparler de Kill Bill, qui pour le coup, pour moi dans les années 2000 a été un petit peu un marqueur de ce dont je parlais avant, où tout a été un petit peu mélangé, les samouraïs, les films d'arts martiaux de Hong Kong et le ninja, et en fait Kill Bill pour moi fait le mélange un petit peu de tout ça, c'est-à-dire c'est une société, c'est une organisation de tueurs, c'est quasiment des ninjas, même de toute façon Uma Thurman quand elle vient tuer le frère de Bill, elle arrive vraiment en ninja, ouais, elle a un foulard et compagnie. Par contre, ils apprennent à se battre comme des samouraïs, ils se font des sabres Hattori Hanzo, et en même temps, les chorégraphies de combat tiennent carrément de la Shaw Brothers, c'est du kung-fu. Et je pense qu'il y a eu un marqueur avec Tarantino qui a un peu remis toutes les bases à zéro, genre on va peut-être arrêter de tout mélanger. Alors que en fait c'est ce qu'il a fait, mais c'est ce qu'il fait tout le temps Tarantino en même temps, il mélange tout ça très bien. C'est postmoderne. Mais par contre il y a aucun genre qui avait l'air ridicule par rapport aux deux autres, tu vois. Quand c'est les parties samouraïs, elles sont trop stylées, quand c'est les parties ninja ça fonctionne à mort, les combats de kung-fu fonctionnent à mort. Je pense qu'il a un petit peu porté ça vraiment à l'œil de tous, parce que Kill Bill a été un succès énorme. Moi je me souviens encore de la première fois que je suis allé au cinéma, et je pense que ça a été un marqueur où on pouvait plus dire vos chinoiseries. Tu sais, quand tu disais moi j'aime bien les films asiatiques, j'aime bien les films japonais, j'aime bien les films coréens, moi souvent on me disait tes chinoiseries. Kill Bill a un peu arrêté tout ça. Moi genre non mais arrêtez de les prendre pour des tocards, en fait ils font des trucs très bien. D'autant que sur Kill Bill, Tarantino s'est quand même beaucoup inspiré du film, elle s'appelait Scorpion. Oui. Et du manga Lady Snowblood qui lui-même était l'adaptation, enfin dont elle s'appelait Scorpion était l'adaptation, après, qui n'était pas du ninja pour le coup. Mais il y a eu toute une exploitation dans les années 70 du film à la fois qui mélangeait les femmes séductrices mais qui doivent se venger, tu vois, qui a beaucoup marché aux États-Unis, mais il y en avait aussi beaucoup au Japon avec des films le en film costume, de vengeance, Lady Snowblood, typiquement, et il y en a eu mais une plâtrée quoi, Baby Cat, T'as dit quoi, j'ai pas entendu? Baby Cat. Baby Cart. Ah, carte, pardon. Baby Cat parle. Baby Cat c'est un autre film, mais c'est un Tarantino aussi, hein. Baby Cat c'est un Tarantino, c'est avec un petit chat. Mais d'ailleurs, pour finir sur il tue des yakuza. Des bébés yakuza. C'est des bébés yakuza. Pour finir sur Kill Bill, je pense que c'est cool aussi parce que la majorité des personnages sont quand même des personnages féminins et forts. C'est vrai. Donc la touche séduction y est, ça c'est sûr. Et comme on en trouve dans l'univers des ninjas. Le ninja, donc, c'est une machine à tuer. Ouais. Dans la façon dont on peut le voir aujourd'hui, par exemple dans Hell's Paradise, ça nous suffit ou pas? J'ai l'impression qu'on peut peut-être pas s'arrêter à ce personnage anti-héros machine à tuer iconique. Robin, non, parce qu'en fait, derrière le ninja, il y a tout un univers, une imagerie, tout un folklore. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais moi, c'est ça aussi qui m'intéresse quand on me parle de ninja, c'est que qui dit ninja dit personnage charismatique, emblématique, iconique, tout ce que vous voulez, mais dit aussi un univers qui mélange plein de choses, qui mélange pour nous Européens de l'exotisme, puisque on est ancré dans la culture japonaise, donc on va avoir des vêtements, des armes, une histoire qui est propre à la culture japonaise. On va avoir un peu de mysticisme aussi, puisque les techniques secrètes qu'ils utilisent, c'est à la limite de la magie. Julie parlait tout à l'heure des mecs dans la montagne là, qui font leur truc de mecs de la montagne. Mais tu sais qu'il y a des clubs Yamabushi en France, tu peux aller t'entraîner dans les Alpes si tu veux. Ouais, il y a des trucs de chaman, il y a des festivals de chaman aussi. Yes. Mais, et du coup voilà, donc il y a d'avoir beaucoup de drogue dans vos vies. Il y a ce truc exotisme, mysticisme et en même temps un peu pragmatisme, puisque on disait c'est des assassins, ils doivent utiliser la ruse plutôt que la force brute, des poisons, enfin des techniques ou des armes qui sont très matérialistes finalement. Et puis comme ce qu'on disait au début, c'est très matérialiste et c'est très technico-pratique dans le sens où la nourriture, faut pas qu'elle ait d'odeur. Oui, voilà, non, mais en fait, il y a plein de choses dans le background du ninja qui mélangent à la fois plein de choses qui nous sont éloignées et proches en même temps. Et je pense que tout ça, en fait, c'est assez vecteur de fascination, parce que pareil, du coup, on peut y foutre un peu tout ce qu'on a envie d'y mettre, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et on peut aussi, beaucoup mentir. Et voilà, et on peut aussi beaucoup mentir. Et après, je pense aussi, je disais tout à l'heure, c'est exotique. Je pense que c'est un des points forts principaux, c'est que l'univers ninja, il est par définition exotique, il est japonais. Donc du coup, pour nous Français, il y a plein d'inconnus là-dedans, et l'inconnu, c'est toujours un peu fascinant en fait. C'est toujours un truc où on se dit tiens.
comment ça peut marcher. C'est pour ça qu'on aime voyager, c'est pour ça qu'on aime savoir ce qui se passe ailleurs. Tu vois, tout ça, ça provoque de la fascination, quoi. Je pense que c'est clairement une raison, parce qu'en plus on a envie d'y croire, même quand c'est faux, on se dit peut-être que ça existe. Ouais, peut-être qu'avant, peut-être que c'était possible. Peut-être que comme c'est loin, ça existe là-bas. Nous, peut-être pas, mais c'est pas sur YouTube, mais peut-être que discrètement on peut. C'est comme les dragons, peut-être que ça existe. Ouais, pour eux, tu vois, ça se trouve les dragons européens et ça existe. Les bergers normands, pour eux, ça doit être des mecs mystiques. Mais les bergers existent vraiment, Cagnard. Oui, mais faut pas le dire aux Japonais par contre. Ah, c'est vrai. Parce que sinon ils seraient capables de venir dans les Alpes faire des clubs. Mais je suis d'accord avec Robin en termes de richesse de l'univers ninja. On est forcément, quand on pense ninja, on pense forcément aux samouraïs parce qu'en fait ils évoluaient à la même époque. Ouais. Et pour moi il y a toujours eu une espèce de corrélation entre le samouraï et le ninja. D'ailleurs dans Naruto il y a que des ninjas. Au bout d'un moment il y a quand même des samouraïs qui débarquent. Et d'ailleurs maintenant sa prochaine série parle de samouraïs. Mais j'aime bien cette petite dichotomie qu'il y a entre les samouraïs. Spécial dédicace à qui c'était qui déjà? Je sais pas. Quelqu'un qui voulait lui faire dichotomie. Attendez, précisons juste un instant, quelqu'un a fait remarquer à Cagnard qu'il disait régulièrement dichotomie dans les émissions. Et je comptais bien finir le mois sur ce mot-là avant d'en apprendre un autre. Le prochain est écureuil. Parle-nous de ta dichotomie samouraï et ninja. Donc il y a un côté très noble du côté des samouraïs où c'est vraiment c'est des seigneurs la plupart du temps, des seigneurs de guerre. C'est des personnages qui se lancent dans des combats très honorables où ils se lancent des défis et on se voit et c'est toujours de jour la plupart du temps, enfin c'est souvent de jour parce que souvent ils font aussi leur on se rencontrera à la fin de la nuit tout ça mais, et tu les mets complètement en opposition dichotomique face aux ninjas qui eux sont vraiment des personnages de l'ombre qui agissent la nuit et t'as l'impression que c'est les deux faces d'une même pièce et du coup si t'aimes les samouraïs tu seras forcément un petit peu attiré par les ninjas. Et si t'aimes les ninjas, à un moment tu vas être attiré. En fait, tu vas être attiré par l'époque médiévale japonaise, qui est une époque qui est très riche et qui est hyper intéressante. Mais je suis pas totalement d'accord. Moi, je suis pas fan de samouraïs. Je trouve que les samouraïs comme on peut nous les décrire parfois, ils sont trop plan-plan, trop chevaliers français, tu vois. Ouais, mais toi, t'as pas lu Vagabond, toi. Mais du coup, t'aimes pas les chevaliers? Bah, je préfère les mousquetaires. Je les trouve un peu plus fourbes, tu vois. Il a raison, le mousquetaire est plus fourbasse, il se bourre la gueule et tout. T'aimes pas quand ils sont droits dans leur botte en fait. Quand c'est trop droit, non, c'est trop propre. Alors le code de l'honneur, tout ça, laisse tomber quoi. Les ninjas ont un code de l'honneur comme les Yakuza. Oui, c'est ne lâche jamais le nom du commanditaire et meurt avant. Mais du coup, pour l'aspect samouraï un peu moins propre, je conseille très fortement la lecture de Vagabond de Takehiko Inoue parce que Miyamoto Musashi était pas si propre que ça dans ses affrontements. Ce qu'il voulait, c'était gagner lui. Il y a eu des Ronin aussi en plus de toute façon après mais pour moi c'est pas forcément une dichotomie, les deux ne s'opposent pas puisque pour moi les ninjas ressemblaient plus à des armes pour les samouraïs, des pions, des mercenaires. Bah oui hein. Techniquement, techniquement, c'est mais les samouraïs payaient les ninjas pour les buter d'autres samouraïs. Ils faisaient le sale boulot, comme on disait. Mais que les ninjas sont bien plus forts que les samouraïs en vrai. Ouais, attends, on va pas se faire une bagarre. C'est qui le plus fort? C'est qui le plus fort? Rajoute les Vikings là-dedans. C'est vrai, on l'a jamais fait cette émission. Bah, on fait deux colonnes, une colonne samouraï, une colonne ninja. Ils sont plus fourbes. Ils sont courbasses. Ils sont trop droits. Ils sont trop mastoc. Ils sont mieux habillés. Contre. Oh, ils sont bien habillés. Quand même. Ouais, ils ont le chignon, ok. Le chignon, c'est un peu chaud. Mais en même temps, on sait pas à quoi ressemble la coiffure du ninja. Ils ont toujours une capuche. Exactement. Bah non. Gabi Malou, il y en a pas. Sûrement, ils ont tous une coupe coco. Après, dans la richesse de l'univers ninja, moi, ce dont je voulais parler, ce qui m'intéressait, pour revenir au manga, c'est que le ninja, derrière lui, il a un background qui est un univers de combattants, on l'a dit, avec un enseignement spécifique, le ninjutsu. Julie parlait il y a une discipline maître-élève, il faut que tu apprennes les choses avec un maître et tout ça. Il y a des techniques spéciales qui peuvent s'apparenter à des super pouvoirs, et tout ça, en fait, ça nous rappelle vachement les codes du manga et du shonen en particulier. C'est tout combattant, enseignement, technique spéciale, tout ça, je pense que ça s'intègre très bien dans
dans un contexte de shonen, quoi. Non, je suis d'accord, t'as raison. On dirait que les codes du ninja ont été faits pour aller dans le shonen. Ou alors c'est le shonen qui s'est adapté à ces codes-là. Ouais, peut-être. Peut-être que c'est un peu des deux, un yin et yang. Ouais, mais après, je pense c'est ça aussi qui fait la force de l'univers, c'est ce côté un peu universel dans lequel tu peux mettre ce que tu veux, et en fait, c'est des espèces de codes, le code du récit de ninja. Tu vois, on n'était pas d'accord, Cagnard et moi, sur ce qu'est un récit de ninja ou pas. C'est qu'en fait, au final, on s'en fout. Quelque part, c'est des récits de ninja si on a décidé que c'était des récits de ninja, parce que lui, il a décidé de mettre dans Naruto le fait que c'est un récit ninja, moi pas forcément, mais au final on s'en fout. Ce qui compte, c'est que t'y as mis ce que t'avais envie, et qu'en final ça fait un putain de manga, quoi. Et je pense qu'une des forces du genre ninja, c'est ça, c'est que tu peux l'intégrer dans plein d'autres contextes. Naruto, c'est de la fantasy aventure, un monde imaginaire. Black Torch, c'est notre époque contemporaine. Hell's Paradise, c'est du fantastique horrifique. C'est du battle royale. Royale. Donc après, en fait, c'est ça qui est hyper fascinant, c'est que tu peux y mettre vraiment ce que t'as envie, quoi. Et c'est tous ces codes, ces codes, ce genre ninja, il a pas. Vous pensez pas qu'il a créé des petits un petit peu partout? Je pense forcément à Batman, on en a déjà parlé. D'ailleurs, Batman qui est devenu Batman Ninja. Ouais, c'est comme si c'était une répétition. C'est ça. C'est Batman de Batman Ninja. C'est ça. Et donc la façon dont les ninjas ont pu influencer par exemple les super-héros d'aujourd'hui. Vous trouvez pas qu'il y a eu un petit truc comme ça? Bah ouais, je pense qu'il y a des super-héros. Bah la Veuve Noire, là, c'est un peu un super-héros Marvel qui a des codes du ninja un peu. Comment il s'appelle? Le Doctor Strange aussi. Ouais, c'est un agent spécial. Non, Doctor Strange. Parce qu'il est initié dans une secte à des airs magiques. Bouddhistes, donc il y a un lien. Il y a peut-être un lien, ouais, mais j'ai l'impression que ça crée des petits un petit peu partout, un quoi. Petit peu. Bah, Black Panther, quelque part, sa tenue, moi, elle me rappelle un petit peu celle. Sinon, je pensais au Power Ranger Ninja. Ah ouais, oui, carrément. Désolé. Bah non, mais là, on peut pas éviter, Robin. Non, mais c'est surtout qu'il y a une partie du Sentai qui est aussi inspirée des codes du ninja. Alors, c'est pas directement, mais il y a une partie du Sentai qui est inspirée des codes. Je me souviens parfaitement quand Tommy, avec ses topos dans Power Ranger le film sorti en années 90, ils arrivent avec leur costume de ninja, ça défonce quand même. C'est stylé. Sur cet univers de ninja, Julie, tu voulais conclure sur un paradoxe particulier sur ces personnages, sur ces gens que sont les ninjas. Oui, c'est que, je pense qu'on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais de toute façon, le personnage de ninja ne peut pas être le héros, parce qu'il est forcément dans l'ombre, et c'est la base de son job, alors qu'un héros, il doit être en pleine lumière, et ça doit être lui qui attire l'attention du lecteur et qui va emmener le récit, voilà. Donc là, le lecteur de manga, je pense qu'on peut s'adresser au nom de cette communauté. On sait que quand t'es lecteur de manga, tu connais des visages ninja, et je dirais même des styles de ninja. C'est un peu ce que, tu vois, je rejoins Robin, c'est que finalement il y a des ninjas différents, parce que ils vont être toujours les sidekicks, mais c'est eux qui vont apporter la touche un peu stylée, avec la force ou l'intelligence du combat, ou encore une certaine forme de charisme si jamais c'est des ennemis, des opposants, ou encore la touche un peu fantastique, parce qu'ils ont toujours cette capacité d'apporter du mystère, ou bien même des pouvoirs magiques. Enfin, je veux dire, Naruto, il y avait ce personnage dont j'ai oublié le prénom, mais qui était capable de faire sortir les os de son corps pour les transformer en armes. Et je veux dire, je pense qu'arriver à ce stade, t'es un peu en mode c'est pas possible. Il y a une dimension monstrueuse. Tu vois, mais oui, avec du sang de poisson, tu peux tout faire. Et il y a cette dimension monstrueuse aussi du ninja qui est intéressante, parce que ça permet d'ouvrir des mondes, et maintenant il y a des déclinaisons dans plein d'univers qui sont pas du tout en rapport avec soit la culture japonaise, soit la culture ninja. Le mystère, c'est un truc qui est revenu quand même beaucoup, hein. Le mystère, le côté pouvoir un peu chamanique, un peu spéciaux, mais naturel quand même. Enfin, ce petit je ne sais quoi. Ce petit je ne sais quoi mélange qui fait que... Mais voilà, c'est ça, c'est ce petit je ne sais quoi qui fait que nous sommes fascinés par les ninjas. 3 boulettes par jour. Conclure cette émission. Qui veut commencer? Qui veut nous dire sa conclusion? Qui veut nous dire pourquoi
il est fasciné ou pourquoi nous sommes tous fascinés par les ninjas? Moi je peux commencer si vous voulez. Eh bien, commence, Robin. Moi j'allais faire ma conclusion, tu sais, un peu mode je fais une dissertation, donc je fais une synthèse de ce qu'on a dit. Eh bien, sois synthétique. Donc en gros, je prends tout d'abord. Non, donc en gros, le ninja c'est un personnage. C'est une figure qui est en fait auréolée de pulsions cathartiques. On a parlé de mort, de violence, même de sexe ou séduction pour les kunoichi et tout ça. Donc tout ça c'est la catharsis, c'est des pulsions instinctives, violentes qui ont toujours fasciné l'humanité. Donc de base, le ninja, vu qu'il baigne là-dedans, ça nous intéresse. À la fois, tout ça se balade dans un univers où la dramaturgie elle est omniprésente, puisque de leur histoire, les ninjas, c'est des histoires de secrets, de vengeance, de trahison, et tout ça c'est ce qu'on aime dans les histoires finalement. Et tous ces éléments, ça en font un pur archétype vecteur de fascination. À la fois il incarne tous ces codes dont on a parlé, et à la fois on peut y foutre ce qu'on veut, et cette synthèse en fait c'est la promesse d'une bonne histoire, quoi. Et de mystère et de grandes aventures et d'aventures et de pouvoirs stylés. Cagnard, Julie, l'un de vous veut-il conclure? Veut-il nous donner sa réponse? Moi j'avais pensé que le ninja c'est le résultat, tu vois, d'un mélange de pop culture, de pulp culture, et c'est vraiment tout un amalgame de représentations modernes qui intègre donc le folklore japonais, les arts martiaux, mais toujours avec du mystère, des légendes et tout ça. Alors j'avais mis dans mes notes mouliné à la sauce samouraï. Donc ne m'en voulez pas. Moi je suis plus Sarissa sauce. C'est algérienne, chef. Mais c'est vrai que là ça existe, en fait je viens de comprendre. Mais ça existe en fait la sauce samouraï. Je pensais qu'il avait compris. Mais bon. Non, ça vient d'arriver à l'instant. Mais la sauce ninja n'existe pas. Mais non, faut l'inventer. Hein. On va l'inventer, t'inquiète pas. Si vous êtes cuisinier et que vous nous écoutez, très épicé. Avec du sang de poisson. Du sang de poisson. Ouais, il faudrait un truc avec du poisson et du riz dedans. Une sauce au riz et au poisson. Et très énergétique. Voilà. Pardon, Julie, tu peux continuer. Oui, parce que donc je continuais. Donc je pense vraiment cette idée là que j'ai mise à la fin de l'émission sur le fait que le ninja amène le monstrueux. Enfin, Basilisk aussi. Maintenant, j'ai des images qui me reviennent en tête. Et ils avaient tous des personnages monstrueux qui crachaient du poumon, des trucs de leur poumon. Enfin, c'était dans leur corps, quoi. Et leur corps produisait naturellement du poison. Enfin bref, c'était assez traumatisant finalement. Et là, on voit aussi Naruto, qui lui, tu vois, dans une mesure un peu moins, on va dire, gore ou monstrueuse, montre que quand même l'étendue des pouvoirs ninja peut amener des univers qui n'ont pas de fin, quoi, qui peuvent ouvrir sur des choses des fantastiques, avec de la magie. Et donc... j'ai du mal à terminer parce que là d'un coup j'ai encore à nouveau plein d'idées, tu vois. Faut que t'arrêtes de voir des monstres en fait. Mais on peut dire que voilà, enfin là le ninja, il y a le côté tu vois, le ninja moderne qui a su combiner donc le shinobi qu'on trouve dans les écrits historiques japonais anciens et le ninja tel que on l'a imaginé nous à travers les images de comics ou de Batman et puis des Tortues Ninja. Et donc voilà, aujourd'hui il y a vraiment un mélange entre Orient et Occident, et tu te dis que il va sortir de l'ombre cet assassin pour partir à la conquête du monde. Avant de laisser la parole à Cagnard, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, sur une partie assez politique. Est-ce que vous pensez pas que ce ninja est utilisé aussi comme une arme de soft power pour le Japon? C'est compliqué. Alors comme une figure du soft power. Ouais, parce que le manga en général est une arme de soft power, mais le manga l'est, mais est-ce que le personnage de ninja dépasse le manga? Ouais. Là, on en parle dans un cadre de manga, bien évidemment, mais ce personnage, le fait même de mettre Batman, la publication la plus imprimée avec One Piece est un ninja. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Batman vient des Américains pour le coup. Oui, bien sûr, il vient des Américains. Oui, mais c'est vrai qu'il est inspiré d'une figure japonaise. Bien sûr. Non, mais quand je dis Batman, parce que Batman Ninja, le manga a été fait. Batman de Batman Ninja. Non, mais c'est intéressant. Ouais. C'est une bonne idée, mais en même temps, c'est pas un symbole de paix, tu vois. Ah non, mais le soft power n'est absolument pas un symbole de paix. Le soft power est un symbole de ta culture que tu exportes à l'extérieur. Les ricains, ils font que des films où les héros c'est des GI. C'est clair. C'est pas vraiment un symbole. Moi, je suis assez d'accord quelque part, mais si c'est le cas, je pense que c'est de manière accidentelle, parce que comme je le disais précédemment, en fait, des objets de culture japonaise sur les ninjas, il y en a pas tant que ça.
en fait, Naruto est quasi un accident sur la route, comme le pirate One Piece est un accident. Tu vois, le pirate One Piece ne peut pas être un élément de soft power japonais. Non, alors que le ninja pourrait l'être. Le ninja Parce pourrait qu'il l'être, est mais plus comme je te dis, ancré dans la culture les japonaise. films de ninja, alors peut-être dans la littérature japonaise, peut-être qu'il y a plus de trucs sur les ninjas, mais là du coup ça s'exporte pas bien du tout. Ouais, non, je parle vraiment de l'exportation et de la manière dont nous on va le réutiliser, Non, parce parce qu'on que- utilise le terme ninja. Non, mais Vas-y, c'est- Julie. Nous, je pense que, enfin, il faudrait vraiment vérifier les chiffres, mais il y a eu beaucoup plus de retenti de Naruto à l'étranger. Je pense que quand on va au Japon, One Piece a vraiment une place prépondérante et que, enfin, par exemple Bleach aussi qui faisait appel à une imagerie folklorique avec des kimonos, des Samouraï. katanas et des samouraïs. Bah en fait. C'était du truc pour des otaku, quoi, tu vois. Et Naruto, un petit peu moins parce que ça avait quand même un public enfant, mais c'était pas aussi Grand public que One fort Piece. et aussi grand public parce que quelque part, vous savez qu'au Japon il y a une ville qui s'appelle Naruto. Ouais. Oui. Et Ouais, ça va, et on mais- est des otaques. Hein, quand même. mais il y a plein de gens qui le savent pas et ils ont jamais mis en avant ce côté-là ni rien. Enfin, c'est assez étrange, quoi. Et je me pose la question aussi là avec le succès international de Demon Slayer, c'est pas à proprement parler des ninjas, mais ils ont des techniques un peu ninjesques, ils ont Ouais, des entre le entraînements. samouraï C'est et, très ancré dans la culture japonaise. Bah, pour le coup, limite, Demon tu vois, Slayer. je serais peut-être plus d'accord pour un Demon Slayer comme un élément de soft power que tu pousses, vu que tu vois, bah non, Naruto ils l'ont beaucoup poussé Ouais, aux mais États-Unis. là où Max aussi, il a raison, c'est que le ninja aujourd'hui c'est vraiment une figure de la pop culture, quoi. alors C'est qu'il y a, que- alors qu'il y a pas des masses de base que ça, mais Non. ça l'est devenu. Et en plus, ça revient à la mode parce qu'en ce moment, il y a une espèce de climat qui met à fond les techniques survivalistes. Enfin, non, mais c'est vrai. Non mais oui, Et c'est- d'accord, ouais. c'est redevenu vachement à la mode et je pense que tu peux puiser dans cette culture-là. Tu vois, tu vas donc d'écouter la fameuse recette des boulettes au poisson là. Et puis, non, mais il y a Après, de l'appétence pour ça. Le soft power culturel, tu ne le maîtrises pas forcément. Oui, c'est ça. Quand il arrive, tu t'en sers. Si tu veux maîtriser un soft power, t'achètes le PSG et tu fais rayonner ton club devant le monde entier. League, je sais En Champions League, où tu veux. Mais voilà, je veux dire, ça c'est un soft power que tu peux contrôler. Le soft power culturel, c'est plus difficile à contrôler. Mais j'ai l'impression que le ninja, il ferait partie de. Bah, je te dirais cette que petite base. ouais, moi je verrais ça plus le soft power manga. Ça a été le soft power manga Bien sûr. comme le cinéma hollywoodien l'est pour l'Amérique. Le ninja, je ne sais pas parce que en plus l'image du ninja, comme je le disais, elle a été pas mal galvaudée par les États-Unis et ils en ont fait un peu n'importe quoi. Bah, ils en ont fait des tortues, déjà. Ils en ont fait des tortues qui mangent de la pizza Et ça, c'est Et pas cool. du, et Ça, pas c'est du sang de poisson. et pas du sang de poisson. La Wow. pizza ça pue. Ouais, mais en même temps, les tortues, c'est que les poissons, c'est copain, Ouais, tu vois. c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Et les Cagnard, rats. je vais te laisser conclure sur ta partie. Bon, écoute, moi ça va être beaucoup plus simple, Oui, beaucoup plus direct. Dis-moi pourquoi nous sommes fascinés par les ninjas. Moi je pense qu'on est la génération ninja, ce qui serait carrément une super chanson pour le club Dorothée. Génération ninja. Chanté par Bernard Minet. Exactement. Bienvenue à la génération des ninjas. Ouais, vraiment, je pense que ça marche. On est Bon. mystérieux. Je vais On écrire va un truc. signer un contrat. Je vais écrire un truc. On mange du sang de poisson. On fait du ninjutsu. En fait, je pense que ça a été beaucoup pour les gens de notre génération. Arrête. On s'est marché Arrête, sur sinon je fais un l'eau. rap. Hein. J'en ai rien à foutre. Je fais un rap ninja. D'ailleurs, les tortues ninja, elles rappaient, non? Dans les films, peut-être. Seulement dans les films. Dans les films, J'ai je envie pense qu'elle d'oublier rappelle. toutes tes vocations. Tu ne devrais pas. Nous, on est du- la génération de ninjas. on est la génération. Il a déjà préparé le speech, tu sais, le break où il parle pendant que la musique continue. Mais là, ça donne un truc à la Michael Jackson ou We Are the World. Tu vois. On est la génération ninja. Ninja Generation. Il a déjà la version Bon, anglaise. attends, je vais reprendre du début. Donc, on est la génération ninja. Point. Pas de chanson, rien. Je pense qu'il y a eu un vrai alignement des planètes pour les gens de notre génération. Et on est vraiment la génération qui a grandi avec la version édulcorée du ninja. Et c'est une version que je ne caricature pas parce que moi j'adorais regarder que ça soit le Ninja de Beverly Hills, Ninja Kids, tous ces films comme ça. Il y a Ninja Surf, je sais pas Les pour Ninja ceux qui se Bel-Air. souviennent de Ninja Surf, mais j'adorais ces films-là. tu vois. Shark Ninja, non? Shark Ninja, je le connais pas celui-là. Mais même American Ninja, encore une fois, c'est un très mauvais film, mais très sympathique à regarder. Ouais. Et du coup, je pense que nous, on a été biberonnés à ce truc ninja, et mine de rien, après, quand on est arrivé à l'âge adulte, bah, on a été confronté à un truc comme Naruto, qui a été une claque. Nous qui pensions savoir ce qu'était le ninja, on a eu une version hyper réaliste de
ce à quoi ressemble hyper réaliste, j'abuse un peu, tu vois, mais avec les crapauds géants, hyper exhaustif. Ouais, un peu plus exhaustif, et surtout qui avait une vision très moderne et adulte du monde des ninjas, et du coup qui nous correspondait un petit peu plus. En gros, pour moi, l'image du ninja, elle nous a jamais quittés, sauf qu'à chaque étape de notre vie, on a eu une représentation qui correspondait plus à notre âge et à notre vision du monde. Génération Ninja. T'as dit beaucoup génération, et je me suis retenu de ne pas chanter à chaque fois. Je me suis gardé le dernier. Non, mais c'est marrant parce que le ninja d'hier, il ressemble beaucoup au super-héros sauveur d'aujourd'hui. À une différence près, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'il ressemble à nos super-héros, il a fallu un peu les polir. Parce qu'à l'époque, les ninjas, ils avaient l'air de super méchants, puisque c'est des assassins. On les aurait plus vus du côté des méchants. Mais dans notre société occidentale, si on les polit un petit peu, ils deviennent des bonnes personnes qui font le sale boulot. Des héros comme on en cherche, tu sais, ceux qui vont se mouiller pour nous, le peuple, ceux qui vont faire ce qu'on pense, ce qu'on crie, allez tuer machin, le méchant, eux ils vont le faire pour de vrai. Ils ont ce côté un peu super héroïque comme ça. D'ailleurs leurs pouvoirs sont, on l'a dit, humains, on va dire. Enfin, ils ont dans certains mangas ils ont des super pouvoirs, mais dans l'ensemble ils ont des pouvoirs normaux. On peut dire que c'est dû à certains secrets, à de l'entraînement, mais que c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et donc du coup on peut aussi s'identifier à ces ninjas, parce que ce ne sont pas des super héros avec des super pouvoirs, mais des gens qui, avec l'apprentissage, avec le travail, en arrêtant de manger autre chose que du poisson, avec le sacrifice, on peut devenir un ninja. Ça pourrait être chacun de nous. On peut tous être des ninjas. On pourrait être des ninjas. Génération ninja. Les gens en train d'écrire les paroles là, tu vois. Oh, putain, je l'ai pas senti venir. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est fasciné, c'est parce que on peut s'identifier un petit peu plus à ces personnages qui sont légèrement plus qu'humains. Ouais. Et qui sont pas super méta-humains, on va dire. Qui sont on revient à Batman. Hein. Batman, c'est un justicier, c'est pas un super héros. Je crois que c'est Kentaro Miura dans une interview qu'il a faite avec Kaku, l'auteur de Hell's Paradise et donc l'auteur de Berserk. On fait une interview croisée que vous retrouvez sur les sites de Glénat et de Kazé. Il parle de ça justement. Il dit qu'il faut donner un petit côté humain à ces personnages pour les faire vivre et faire en sorte que les lecteurs puissent s'identifier en partie, s'attacher à eux. Et que si on fait des personnages trop cheatés, ça marche pas. Ouais. Alors on a un contre-exemple avec One Punch Man, mais malgré tout Saitama, c'est l'entraînement. Il n'est pas né comme ça. Oui, c'est l'entraînement. Il a perdu ses cheveux. C'est un peu autre chose. Saitama, après c'est parodique aussi. C'est méta. Et non, mine de rien, Saitama, il compense par son hyper normalité. Tu vois. C'est vrai, quand il fait ses courses, c'est vraiment monsieur tout le monde le reste du temps, quoi. Il va faire les soldes, enfin les promos et tout. Donc mine de rien, c'est un équilibre. C'est un équilibre que tu dois approcher. Et comme par hasard, un des Némésis. Bon, un vite fait Némésis de Saitama, c'est Sonic, c'est un ninja. Oui, c'est un ninja. Donc malgré tout, comme par hasard, on y revient. Pourquoi nous sommes fascinés par les ninjas? Nous avons donné beaucoup de réponses différentes. Ouais. Est-ce qu'on a donné vraiment une réponse? Parce qu'ils sont cool. Bon, enfin, on a même donné une chanson, alors ça va, hein, c'est bon. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? À la fin de l'année, juste avant Noël, nous allons donc publier une émission sur les ninjas, mais sur vos 10 ninjas préférés. Sur vos 10 ninjas préférés, on a fait une liste d'une trentaine de noms que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez, on va la mettre en lien dans cette émission sur YouTube par exemple, en lien sur Twitter et sur Facebook. On le postera aussi sur nos réseaux habituels. Vous l'aurez sur le site la5ème-de-couve.fr. On vous encourage à aller voter, à faire des petits commentaires sur qui sont vos préférés, pourquoi et ainsi de suite, pour nous aider à faire cette émission qui sera votre émission, votre top 10 des ninjas qui arrivera juste avant Noël. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci à toi. Ouais. J'espère que la génération ninja se porte bien. Bon, la prochaine émission, il y a une chanson. Hein. Voilà, que le single est en prod. Le single est en prod. Il va falloir faire la promo là. Et que la force des ninjas soit avec vous. À bientôt. Salut. Salut. Disparition.